Vous allez maintenant écouter un podcast du Trio économique. Savez-vous que la version intégrale avec bonus est disponible sur patreon.com/isénéchal. Vous aurez accès au podcast dès qu'il est prêt, c'est-à-dire probablement environ 3 semaines avant la date d'aujourd'hui. Salut tout le monde. Alors, bienvenue au show de Vincent Geloso. C'est lui qui parle tout le temps, puis quand on veut finir nos phrases, il nous coupe la parole sans arrêt. Donc, Vincent, de quoi tu nous parles cette semaine? Une bonne humeur, toi? Ouais, j'ai commencé ma journée avec une enveloppe de marde par la pouce, c'est pas si pire. C'est tout pour prendre la bonne humeur de la journée. OK, ouais. fait qu'en gros, le gouvernement t'envoie de la marde, puis ta réaction très saine, c'est de faire chier avec tes amis. Non, je parle. Hey, la grande classe! J'ai pas dit que j'avais reçu mes impôts de Revenu Québec. Là. J'ai une journée de marde. Fait que laisse-moi faire chier des gens avec qui j'aime passer du temps. Comme ça, eux voudront passer du temps avec moi. Hey, t'es tout un génie, toi! Ouais. Mais restez connectés jusqu'à la fin les gens, restez connectés jusqu'à la fin du podcast ou venez sur Patreon. On va parler des colis suspects que Yann reçoit à la fin du podcast. Hey, je voulais commencer par de quoi? Parce que Vincent, on a toujours un peu de la misère avec sa connexion Internet. Puis, ma blonde, elle s'amusait, elle dit, c'est où qui... Elle dit, c'est où qui enseigne Vincent? Puis je dis, c'est George Mason. Fait que là, elle fouille sur Internet. Et là, on tombe sur un site où les étudiants font les reviews de l'université. Et là, j'ai Amanda ici qui... là, je ne vous lirai pas tout son commentaire, mais elle n'est pas la seule à soulever ce point-là. Elle dit à quel point l'université est accueillante, que c'est super cool, puis blablabla. Mais à la fin, elle dit « One of the biggest problems students have in this university is Wi-Fi access. The Wi-Fi honestly fucking sucked at GMU, especially in the Johnson Center. If you're there during the late morning... » If you're there during the late morning and afternoon, good luck getting connection. What the fuck is going on in this university? Overall, George Mason is great, but God, the Wi-Fi is shit. Écoute, le Johnson Center, c'est en gros un des 3 places que les étudiants peuvent aller chercher quelque chose à manger. Donc, c'est comme il y a une sorte de food court, mais aussi d'autres services aux étudiants. Il n'y a pas de salle de cours, en gros, dedans. C'est comme une sorte de building communal, comme à l'Université de Montréal, le pavillon Jean-Briand, puis la section chez Valère avec le bar, puis les cafés. Je ne sais pas c'est quoi à l'Université Laval, qui est l'équivalent au... Tu as le Desjardins un peu à l'Université Laval. God forbid, le pavillon Jasmin quelque chose à l'Université du Québec à Montréal, là, le grand cégep. Le pavillon Jasmin Roy. C'est ça que je cherchais, le grand cégep de Montréal. Mais c'est correct, écoute, il y a toujours Concordia ou le cas dans Concordia, c'est pour qualité. Ouais. Hey, insulte pas ton mentor. Germain enseignait là. Arrête, là. T'es pas fin. Là. Germain n'a pas enseigné à Concordia. Ah non, à l'UQAM. Je pensais que tu parlais de l'UQAM. Ah non, mais il faut que je tape sur tout le monde. Ayant été instruit à l'Université de Montréal, la seule chose que j'ai appris à l'UDM qui était vraiment utile, c'est que j'ai le droit de nommer toutes les autres universités québécoises, sauf McGill. C'est ça qu'on nous apprend à l'Université de Montréal. Tout le monde qui n'est pas à l'Université de Montréal mérite du mépris. Maintenant, je ne sais pas pourquoi l'Université de Montréal pense qu'elle est si meilleure que ça, mais c'est la chose qu'on nous apprend le plus. Notamment le fait que, par exemple, si tu pisses à l'Université de Montréal, ça descend la côte jusqu'à l'UQAM. Mais attends, en fait, les gens de l'UQAM nous répondent très bien. Quand tu pètes à l'UQAM, ça se rend jusqu'à l'UDM en montant dans les airs. Fait que nous autres, on se carbure aux pètes des gens de l'UQAM. Finalement, les universitaires sont encore à leur phase anale. Oh oui, totalement. La plupart du monde universitaire, c'est des gens qui ont très, très, très peu de maturité. En fait, comme dirait ma blonde, c'est des gens dont l'intelligence n'est égalisée que par leur immaturité. Oh, c'est bien dit, je trouve. Tu as choisi la bonne trappe, mon homme. Reste dans l'académique. Reste dans l'académique. Ouais. Mais je trouve ça toujours drôle, moi, les reviews des étudiants, parce que, tu sais, avant, on ne savait pas ça, mais Internet nous a amené ça. Pas juste les reviews
On voit pas juste maintenant les reviews de restaurants, on voit les reviews de tout. Fait que c'est le fun de voir ce que les gens pensent des universités. Ouais, mais en même temps, les reviews de profs, on s'entend dessus que les profs, leur cours est un peu plus dur, c'est eux autres qui se font battre dans les reviews. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire qu'un prof qui a des mauvaises reviews, c'est un excellent prof. Écoute, Ouais, d'après moi, si tu donnes des très bonnes notes, mais que tu as l'air un peu bête, tu n'as pas des mauvaises reviews. Écoute, quand je donnais le cours, parce que quand j'étais à Bates, je donnais le cours qui s'appelait Introduction à la macro. C'est un cours qui est relativement facile. Et là, quand j'ai eu à plus à l'université. C'est vraiment facile d'avoir un A dans ce cours-là. En fait, tu fais un petit peu d'effort puis tu es correct. Puis ça, c'était quand j'étais à Bates. Tu vas sur mon Rate My Professor, puis tu cherches Vincent Geloso, mais Bates College, tu vas trouver des évaluations qui sont super positives. Comme quoi que c'est un bon prof, il est gentil. Là, tu vas voir ceux quand j'étais à Western, en Ontario. Là, mon ranking est vraiment plus bas. Genre, au lieu d'être un 4 sur 5, je suis un 2.4, 2.5 sur 5. Je suis genre vraiment pas aimé. Puis ils disent, il est vraiment difficile, je l'ai eu en économétrie. Ils présument qu'on sait les choses qui sont dans les prérequis. En fait, je le cherche. Parce qu'il y en avait un qui m'avait... Il y en avait un qui m'avait... Hey, j'adore ce commentaire-là. Il présume les choses qui sont dans les prérequis. Calice. Non, mais je le cherche, là, pour vrai. Je veux le trouver parce que c'est ça que ça m'a fait penser. C'était vraiment... Ma blonde, elle l'a lu. C'est pas un Québécois, ça, qui a dit ça? Des bizarres de même, ils n'en dehors. Ah oui, mais écoute, c'était... c'est ça. Regarde, Vincent Geloso, Western University, quand j'étais en Ontario, 2.3 sur 5. Mon meilleur, c'est bon, il me donne un 5 sur 5, mais il y en a un qui dit OK, toi, c'est dans la section en ligne. Non, attends, je cherche. Je vais le trouver, c'est lui. OK, c'est lui. God awful professor cannot teach or explain course material in a clear and organized way. Expect you to know difficult concepts without actually teaching them. Fait que ça, c'était genre les prérequis. Fait que tu avais besoin d'avoir algèbre linéaire avant de rentrer dans mon cours. Puis, il y a bien du monde que ça les fait chier, algèbre linéaire. C'est difficile, c'est lourd. There is no structure to his... Non, mais... Come on. C'est pas facile, algèbre linéaire. OK, franchement? C'est des maths de base, là. Come on. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que quand tu utilises algèbre linéaire pour juste apprendre comment c'est utilisé, c'est pas mal facile. Mais quand tu demandes aux étudiants de l'utiliser comme outil, donc de dire comme, par exemple, il y a des concepts comme des eigenvectors ou des eigenvalues, ou même la forme quadratique d'un système, juste leur dire, maintenant, applique ça au monde réel. Comment tu te servirais de ça si tu avais des données qui arrivent? Qu'est-ce que ça veut dire, ce problème-là, mathématiquement? Ça, c'est pénible. Parce que la plupart du temps, quand tu leur enseignes quelque chose en mathématiques, tu ne leur enseignes pas la logique. C'est abstrait, c'est pas appliqué. C'est une application abstraite. Fait que là, quand tu le vois juste comme, rappelle-toi des règles, rappelle-toi de l'ordre des opérations, rappelle-toi qu'une matrice qui est symétrique a ce type de relation-là. Mais là, quand tu leur dis, maintenant, prends tout ça, ramène-le vers le monde réel, là, c'est pénible. Mais c'est surtout d'après moi. Cet étudiant-là était vraiment fâché. Puis il y en a qui disaient, il a juste passé, ça c'était une des critiques que j'avais eues, j'avais juste passé 3 heures à réexpliquer les concepts qu'on allait voir. Fait que j'avais passé du temps dans la première séance à revoir toutes les règles. Tu sais, comme, regarde, voici un reminder des outils qu'on va se servir. Maintenant, on va rentrer dans le débile. Puis le plus gros programme informatique que j'ai monté du temps que j'étais actuaire utilisait les matrices. Langage YML en SAS, pour être très précis, là, ou le R pour les tripeux à l'université, là, qui est un peu derrière le type de langage informatique que j'utilisais, mais c'était vraiment du SAS YML que j'avais utilisé. C'était juste des matrices qu'il y avait là-dedans, dans ce programme informatique-là. Puis c'est vrai que quand tu arrivais avec la 4e dimension de la matrice, là, la difficulté était là de concevoir comment on pouvait le visualiser. Parce qu'une 4e dimension dans le monde réel, ça n'existe pas. C'est impossible. En fait, juste leur dire, imaginez ARN. Pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire l'ensemble des nombres réels.
Ça veut dire toutes les choses sont des nombres entiers, des nombres non entiers, des nombres irrationnels, genre des ratios. Tu mets tout ça ensemble, tu dis que tu peux avoir un nombre infini de dimensions à tes données. Tu ne peux pas visualiser c'est quoi qui coupe à travers cet espace-là. Tu ne peux pas imaginer les choses. Non, parce que tu peux te faire un tableau avec 2 dimensions. Tu peux à la limite te faire un cube avec 3 dimensions puis le visualiser. Mais quand tu as introduit la 4e dimension dans le calcul, ben là, la visualisation ne t'aide plus. En fait, je peux même pas. J'ai jamais compris. En fait, je suis même pas capable d'imaginer qu'est-ce que ça devrait avoir l'air une 4e dimension. Dans le sens que tu es capable de t'imaginer profondeur, longueur, hauteur, mais essaye de t'imaginer, ça serait quoi une 4e dimension? Est-ce que c'est genre que tu aurais du mouvement dans ce que tu visualises? Je ne suis même pas capable de mettre dans ma tête c'est quoi qu'une dimension additionnelle dans des données aurait l'air. En fait, ce que je faisais, c'était, je vais l'expliquer super simplement. Là. C'est un programme que quand je pesais sur On, là, ça prenait 17 heures à rouler là, quand je l'avais conçu. On faisait une évaluation stochastique des fonds distincts de l'entreprise. Grosso modo, c'était quoi? C'est qu'il y avait plusieurs variables. Donc, il fallait faire une simulation sur 100 ans, 12 mensuels. Donc, on avait l'équivalent de 1200 mois de rendement à projeter. Il fallait utiliser 5000 scénarios différents et il fallait utiliser 5000 scénarios différents sur 100 ans pour les 35 000 assurés qui étaient dans la base de données. Et chacune des variables, la 4e dimension, qui était chacune des variables différentes, avait sa propre façon d'interagir là-dedans. Fait que chacune des variables était calculée selon les différents taux de rendement de tout ce data-là. Fait que oui, c'était un problème à 4 dimensions. Puis en plus, c'était récursif. C'était récursif, exactement. Fait que Puis j'avais essayé de le programmer. En fait, c'était pas récursif. J'avais essayé de le programmer justement dans un langage habituel, puis ça prenait une éternité à rouler. Là. Juste avec des petits échantillons, ça ne marchait pas. C'est quand vraiment j'ai introduit un langage vectoriel matriciel là-dedans que ça s'est mis à devenir quand même assez performant. La manière de travailler ça. Fait que oui, j'ai dépoussiéré mes vieilles maths vectorielles pour réapprendre comment faire ça. C'est quelque chose qui se faisait bien, mais il y a des applications pratiques à ça. Les gens ont de la misère à le voir, là, mais quand tu arrives, tu travailles dans Big Data, là, il y a vraiment des applications à la 4e, 5e, 6e dimension si on cherche un peu. Ouais. Hey, Yann, je ne sais pas si tu as un star dans ton bureau, mais il y a comme un soleil qui. Ça te fait comme un aura, ça te donne un ange. Ouais, c'est ça, ça te donne un côté plus angélique. Ça, c'est parfait. Mais l'affaire, c'est que Yann, c'est ni un ange et il n'y a rien d'angélique chez Yann. Ouais, ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Surtout si tu demandes genre à des gens comme Sortons les poubelles, Yann, c'est littéralement l'équivalent d'une poubelle. Ouais, ben là, de toute façon, eux autres, du moment que tu n'es pas à gauche d'Amir Kadir, tu es son of Satan. Là. Je pense que tout le monde a compris ça. Là. Non, mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes, ils ont raison de dire que Yann, c'est une poubelle. C'est des experts eux-mêmes en poubelle. Je veux dire, il y a une expertise eux-mêmes à comprendre c'est quoi être une poubelle. Ils peuvent bien en identifier une autre. Parce que contrairement à eux, Yann, il s'assure. C'est ça. Ton histoire de prof là, d'évaluation, Vincent, on dirait que ça me fait penser à. C'est comme quelqu'un qui dit ouais, j'ai suivi un cours de littérature à l'université, là, puis franchement, le prof s'attendait à ce qu'on sache écrire sans faute. Et tu parles d'un imbécile, pareil. Il aurait pu au moins nous apprendre qu'à la fin des phrases, on met un point au début de majuscule. Des notions complexes de même, ça n'a pas d'allure de nous laisser à nous-mêmes. Et je sais pas, moi, il me semble, je prends un cours d'économie à l'université. Cégep, je dis pas. Là, Cégep, l'économie, c'est plus informel. On a suivi une couple de cours, puis ça va être. Il n'y a pas de mathématiques là-dedans, ou s'il y en a, c'est très, très peu. Mais rendu à l'université, je m'attends à ce qu'on fasse appel à quelques notions là, que tu serais supposé maîtriser un minimum. Là. Ouais, ben t'es optimiste. Sérieusement, ça m'est arrivé des fois d'avoir des gens qui étaient dans mes cours. Puis l'affaire ils s'attendent à ce qu'on connaisse les outils qu'il fallait qu'on voit avant. Ça m'est arrivé des fois que des gens qui disent je ne l'avais pas, puis j'étais comme pourquoi ils t'ont laissé le prendre, le cours? Hey, je me suis déjà inscrit à un cours de C++.
Puis j'avais vraiment mal lu les prérequis. Il y avait 2 prérequis que ça prenait. Je ne sais pas pourquoi ça a passé dans le système, mon acceptation, mais j'ai commencé le cours. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai abandonné un cours. Là, j'arrive, je commence le premier cours, puis là, je comprenais fuck all. Puis là, j'étais là, tabarnache, qu'est-ce qui se passe ici? Là? Je comprends, c'est un cours d'informatique, tout ça, mais je suis super bon en programmation, mais moi, je comprends rien. Là. Puis là, on était dans des concepts assez tough, puis c'était de l'ingénierie informatique quasiment plus. Puis là, j'arrive à la maison, j'essaie de faire les devoirs, pas capable de faire les devoirs. C'est la seule fois dans ma vie que je me suis vraiment senti incompétent. Là, je vais au deuxième cours, et là, ça va pas mieux. Là. Il a grimpé d'une coche. Oh, sacrément, qu'est-ce que c'est ça, ce cours-là? Puis là, finalement, je reprends le syllabus que je lis jamais. Fait que là, j'arrive, prérequis. Ah, prérequis. Ah, godon, toi, j'ai pas fait ces cours-là. Ouais. J'ai dit, j'ai-tu encore le temps d'abandonner ce cours-là, moi, là? Ouais. On va l'abandonner. Mauvais choix de cours. J'ai flushé un cours dans cette session-là. Nous autres aussi, c'était de même à l'université. Le département te suggérait un cheminement. Il disait, ben, idéalement, tu devrais faire ça puis ça. Mais à chaque cours, tu arrivais, puis il y a quelqu'un qui avait. Lui, il avait décidé qu'il prenait un cours de 3e année, même s'il venait juste d'arriver à sa première session. Puis là, après 2 semaines, il ne comprend pas pourquoi il ne comprend rien. T'sais. Là, moi, je me dis tout le temps, ouais, mais tu sais, je sais pas, moi, si tu t'es inscrit au cours Logique 3, puis que tu n'as pas fait 1 et 2, je comprends pas pourquoi tu es surpris de ne pas comprendre ce dont le prof parle en avant. Je sais pas. Je là, peux pas rire, je l'ai fait. Ouais, mais tu sais, que tu l'aies mal lu, c'est une affaire. Mais tu sais, que tu l'aies fait sciemment, ça n'est un autre. Oui, mais ça dépend. Si Yann, si c'était juste un nom de cours, mais tu n'avais pas genre le numéro, comme disons, mettons, parce qu'en économie, on a principe, intermédiaire, advance, qu'on donne au bac. Si tu t'es inscrit au cours intermédiaire avant d'avoir fait le principe, semble que tu devrais comprendre qu'intermédiaire, il y a quelque chose avant, right? Tu sais, comme logique 1, logique 2. Tu ne commences pas avec calcul différentiel 3, tu commences avec 1. On va faire des doubles intégrales avant d'avoir fait des dérivés. Ouais, c'est ça. Oh là là. Bon, avant qu'on fasse comme d'habitude et qu'on parle pendant 1 heure avant de faire le sujet, on peut le partir. Je l'ai en audio, comme ça va être plus facile au lieu d'essayer de paraphraser. Mais ça dure à peu près 1 minute, ça ne sera pas trop long. Là. Mais au lieu de paraphraser ce que le gars dit, ça va être plus simple de même, je pense. Okay. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'était Justin Trudeau. Mais je voulais pareil. Je vais en mettre pareil. Ça paraîtra pas que j'ai. Over the past weeks, what have we seen from the Conservatives? Telling Canadians that the problems they're facing with increased affordability, increased prices on everything, difficulty buying gas, difficulty buying computer. They've just shrugged and said, oh, it's just inflation. Well, it's not just inflation, Mr. The minister's response was just incredible. He said, even after house prices increased by 1/3, he didn't think about monetary policy. Even after gas prices hit $1.60 in some places, he didn't think about monetary policy. Even as CPI hit a 2-decade high, he didn't think much about monetary policy because he only thinks about himself. Won't he admit that what it took for him to start thinking about inflation is when we put his name in the word? Mais tu sais, c'est malade, cet audio. C'est incroyable. Les conservateurs ont joué un jeu politique pendant 3 semaines de coller le nom de Justin dans Justinflation. Puis l'autre tata s'en va utiliser ça en chambre sans comprendre le jeu de mots. Ah, il n'a pas compris. Hey, il n'arrête pas de dire et du Justinflation. C'est pas juste l'inflation. C'est parce que Cav, il rit de toi en mettant ton nom dans inflation. Genre, il n'a même pas compris que c'était pour rire de lui. Hey, dis-moi, Vincent, il y a un prof d'université à un moment donné qui va faire une recherche pour comment ce gars-là s'est ramassé premier ministre. Là. Tu peux pas être premier ministre d'un pays à 80 de quotient. Là. Écoute, je ne suis pas sûr que je le considère. Je comprends qu'il y a bien du monde qui le trouve con, mais je ne peux pas croire que c'est un imbécile. Dans le sens que tu peux pas être une cruche puis devenir premier ministre. Par contre, toi, tu penses qu'il joue un jeu, dans le fond? Non, je pense que c'est juste un mauvais communicateur, mais c'est un peu comme, par exemple, le meilleur exemple de ça que j'ai, c'est Barack Obama. Barack Obama, il parlait super bien aux foules, mais lui-même, de sa propre admission, détestait faire des débats. Parce que
Il disait qu'il y avait il trouvait que ça ne servait à rien des débats, qu'il avait toujours l'air fou à la fin. Puis ça s'est remarqué en 2012 quand il était contre Mitt Romney. Mitt Romney, qui est probablement le républicain le plus milquetoast de l'univers. Il l'avait à toute fin pratique. Même surtout dans le deuxième. Ouais. Dans le deuxième, les gens, tu faisais les post- et pré-évaluations de la performance des candidats et les gens avaient une très mauvaise impression d'Obama. Mais la réalité, c'est que Obama était probablement, en termes d'intelligence, probablement supérieur à la moyenne des présidents américains. Ouais. Justin Trudeau is not Barack Obama. Peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est un imbécile. Je veux dire, je ne pense pas qu'il est une déviation de la moyenne, mais je pense que ce qu'on observe, c'est la partie mauvais communicateur. 1,5 écart type à côté. Bon, avant que ça dérape, je vais y aller avec l'autre. Non, mais en fait, non, je veux vraiment faire un pushback. Quand on regardait, par exemple, non, mais je ne sais pas que je vais faire une défense du gars, mais même parce que faut que tu regardes de quel angle on regarde ça, de la perspective du votant médian ou du commentateur médian. Parce que la raison que je dis ça, c'est que le commentateur médian est probablement un peu plus instruit que la moyenne, probablement une certaine capacité, un intellect plus élevé et surtout une érudition supérieure. Mais souvent, puis là, l'analogie, bear with me for a second, quand à Nuremberg, ils ont fait l'évaluation des quotients intellectuels des leaders nazis, le plus imbécile de la gang, c'était Robert Ley, et il y avait 120. C'était le plus niaiseux du groupe, mais 120, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est à peu près un écart type. C'est très intelligent, c'est à peu près un écart type en haut de la moyenne, mais de la description de tous les autres leaders, Robert Ley était le plus niaiseux de la gang et c'était un imbécile. Il le traitait carrément comme un idiot, un abruti. 120 dans la population en moyenne, c'est nettement supérieur. Ça peut, je ne suis pas en train de faire une comparaison de Justin Trudeau avec des nazis, mais l'idée, c'est que c'est qui regarde. Ici, c'était de la perspective de d'autres personnes qui avaient aucune moralité, mais qui étaient quand même assez intelligents, mais qui étaient en train de juger un des leurs, et de leur perspective, il était un imbécile. Mais de la perspective de nous, c'est facile de juger que Justin Trudeau est un imbécile, surtout quand c'est un mauvais communicateur. Je pense que c'est un mauvais communicateur, mais je ne pense pas que c'est dans la réalité. Si on faisait un test de QI, je suis sûr qu'il serait nettement en haut du 100, puis pour ceux qui comprennent, 100, c'est la moyenne de la population. C'est centré autour de 100, en fait, par définition. Je suis sûr qu'il est au-dessus de la moyenne ou à la moyenne. Je ne peux pas imaginer qu'il est si bas que ça. Mais c'est difficile de s'imaginer quelqu'un... Et par-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de s'imaginer quelqu'un avec un quotient intellectuel normal aller en Inde et se déguiser avec un point dans le front et un costume traditionnel. Moi, c'est juste ça un peu mon point. Tu dis ça, mais tu peux manquer d'intelligence sociale et être quand même très intelligent. Oui, ça, c'est vrai. Si c'est ça ton critère, l'académique moyen est un imbécile. Mais c'est parce que l'académique moyen n'a aussi aucune intelligence sociale. C'est des gens qui, en fait, ont probablement choisi d'être dans ce monde-là parce qu'ils ont moins besoin d'interagir avec les gens. Donc, mais si tu regardes l'académique moyen, son comportement en public est généralement très, très face-palm, dans le sens que tu veux souvent faire arrête, ça se fait pas. Non, moi, je suis pas prêt. Tous ces éléments-là me font dire que je ne suis pas prêt à dire que c'est un imbécile. Est-ce que je pense qu'il y a des politiques niaiseuses? Oui, absolument. Est-ce que je pense qu'il n'y a pas une très grande profondeur d'idées? Absolument. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. En fait, ma meilleure analogie, en fait, pour lui, ça serait Éric Kerr. Éric Kerr, dans le temps, parce que pour ceux qui se souviennent, Éric Kerr, ça a été le candidat que j'ai supporté dans la dernière course à la chefferie de la DQ quand j'étais jeune et naïf et que je croyais que la politique pouvait changer des choses. Mais la raison que beaucoup de gens avaient investi dans Éric Kerr. Attends une minute, tu vas comprendre. Il y avait, en fait, un des commentaires qu'on avait eu, certains conseillers et moi, autour d'une bière, puis des conseillers qui sont encore avec lui aujourd'hui, c'était que la vertu d'Éric, c'est qu'Éric n'avait aucune idée.
Et donc, mais il était bon pour les communiquer, il était bon pour les exprimer. Et que donc, c'était un parfait véhicule. Et qu'il avait l'intelligence pour communiquer. Je me doute très fortement qui t'a dit ça. On était 4 personnes. Ça a été la discussion qui m'a le plus déprimé de ma vie. Parce qu'à ce moment-là aussi, j'ai réalisé que la raison principale pourquoi je le baquais, c'est la même raison. Parce que je n'étais pas impressionné. Il a fallu qu'on y explique. Ça avait été pénible. On parlait des frais de scolarité et pourquoi il fallait les dégeler, même les déréglementer. Et là, il a fallu que j'y explique la logique, mais vraiment étape par étape. Mais quand je dis étape par étape, c'est que mettons que la personne moyenne avait comme 8 étapes, bien, il fallait que je coupe chacune des 8 étapes en 8. Il fallait vraiment que je donne un petit morceau à la fois. Parce que sinon, il sortait. Il n'y avait aucun focus. Il était bon pour répéter des lignes, par exemple. Si on préparait des bonnes lignes, il n'était pas fait. Et dans pas long, Vincent, ta rétine va être scannée et tu vas avoir accès à tous tes documents à cause de lui. Fait qu'elle rit pas, là. Écoute, c'est un bon gars, mais sérieusement, le truc, c'était... Écoute, soyons honnêtes, il a réussi à perdre parce qu'il faisait juste mettre son pied dans sa bouche à chaque fois en termes de stratégie. En fait, ça, je peux compter cette histoire-là parce que maintenant, j'ai le droit de la compter. Il a tellement hérité du monde à la veille du vote parce qu'il était convaincu qu'il gagnait que 5 de ses conseillers proches ont décidé de ne pas voter. Ah oui, donc, tu l'avais compté. Tu l'avais compté. OK. Donc, ces 5 conseillers proches qui n'ont pas voté, il faut se rappeler pourquoi c'est important. Il a gagné, il a perdu par 2 votes, dont un vote était fraudulent. Donc, Éric Kerr, c'est la seule fois dans ma vie que ça s'est décidé sur un vote, puis c'est Éric Kerr qui l'a perdu ce vote-là de son propre effort. Oh donc, tu sais, là, pour revenir à Trudeau, c'est peut-être plus la question le type d'intelligence qu'on observe. Le type d'intelligence qu'on voit le plus facilement, c'est probablement celle sur laquelle il score moins bien. Donc, la capacité communicationnelle ou la répartie. Mais je ne peux pas imaginer que sur une mesure globale de son intelligence que c'est un cancre. Je pense que sa mesure globale d'intelligence doit être... C'est vraiment généreux aujourd'hui. Ouais, t'es pas généreux avec Éric, mais je trouve que tu es généreux avec Justin. Mais, je pense aussi qu'Éric était supérieur, mais ça ne veut pas dire qu'il était plaisant. Maintenant, je peux faire une différence en dire que le statement de fait et après ça dire que je pense qu'Éric Kerr était un poids-plume relativement à d'autres politiciens, puis relativement à ce qu'on devrait peut-être s'attendre, même si l'emphase ne devrait jamais être sur les joueurs, mais sur les règles du jeu. Mais même titre que je pense que Trudeau aussi est supérieur à la moyenne, mais j'aimerais ça un autre joueur que Trudeau. Mais au-delà de tout parti, on va se le dire, là, on entend souvent parler de la prime à l'urne, là, qui est un drôle de concept, là, mais il y a une prime au nom de famille là, dans la politique, on va se le dire. Là. Je suis sûr que c'est la seule raison que les libéraux l'ont élu chef. Non, mais puis sérieusement, en dehors de tout parti, je veux dire, le Bloc québécois a essayé de présenter le fils de Gilles Duceppe, d'ailleurs, je pense qu'il a été élu. Mais le problème de Justin, c'est que c'est le fils de Margaret. Le PQ a essayé de présenter la petite fille ou le petit-fils de Félix Leclerc. Attends, faut que je me garde. C'est aussi le fils de Keith Richards. Je sais que c'est pas vrai, mais c'est tellement le fun à penser. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là dans le Patreon, c'est parce qu'il y a eu, puis ça, c'est grâce à Frank qu'on sait ça, c'est l'histoire que quand les Rolling Stones ont visité le Canada, il y a eu un mini-scandale autour du comportement de la première dame avec Keith Richards. Et que ça, apparemment, puis la joke, c'est peut-être que Justin est le fils de Keith Richards. Et ça, si c'est vrai, non. Ça serait malade. Tu mélanges les histoires. Ça n'a pas rapport avec Justin. C'est juste Margaret qui était... Non, mais c'est quand même le fun de partir la rumeur, pareil. Non, mais mettons que la rumeur était... Si la rumeur était vraie, mettons qu'elle était vraie, moi, ça me donnerait une raison de voter libéral, finalement. Parce que, enfin, quelque chose de cool. Tu sais, je veux dire, par proxy, là, c'est Keith Richards, il est comme dans le ranking des choses exceptionnelles que l'humanité a eues. Et là, tu me dis que je pourrais avoir une fraction de Keith Richards au pouvoir. Même si c'est juste l'espoir que peut-être c'est vrai, I'm all for it.
C'est quand même assez particulier, pareil. Keith Richards. Keith Richards. Bon, Toujours on commence-tu après toutes ces... Ouais, non, mais c'est des bons parallèles. Je vais essayer de mettre le bon audio cette fois-là. OK, on y va. Depuis le début de la pandémie, les écarts de revenus et de patrimoine ont grandi de façon marquée selon le rapport 2022 sur les inégalités mondiales, préparé par les économistes Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zuckman et Lucas Chancel. Plus de 52% des revenus sont détenus par les 10% les plus riches et à peine 8% des revenus sont détenus par les 50% les moins riches. Et quand on regarde le patrimoine, l'écart est encore plus grand. 76% du patrimoine détenu par les 10% les plus riches et seulement 2% chez les 50% les moins riches. Même situation au Canada où les écarts grandissent entre les plus riches et entre les moins riches. Vous voyez l'écart légèrement s'étendre, s'agrandir depuis plusieurs années. Rapport important, donc, nous en avons parlé un peu plus tôt aujourd'hui avec l'auteur principal du rapport, Lucas Chancel. Il y a du monde qui écoute ça pour vrai. Hein? Je vais vous passer le bout avec Lucas Chandel là, parce que c'est plate en sacrament. Mais bref, ça dit... Attends un peu, il y a des codes d'écoute là-dessus. Ben, je ne sais pas. J'ai pris ça sur son compte Twitter. C'est un extrait de... OK, il y a du monde qui écoute ça. C'est pas changé en jouant le bac. Ben, disons que c'est pas très flamboyant, mais moi, la première affaire que je remarque quand j'entends ce genre de discours-là, c'est que les chiffres sont jamais les mêmes. Tu sais, le fameux 1% possède tant, c'est jamais le même chiffre. C'est toujours, mettons, 1% des gens possèdent 90%. À chaque fois, c'est jamais le même nom. Il ne parle jamais non plus de la proportion des impôts payés. Bon, vraiment, il y a tellement de choses à départager dans ces commentaires-là. Pour l'impôt payé, mettons une chose au clair. Au Canada et aux États-Unis, tous les impôts nets, donc tu prends le fardeau fiscal après transfert. Donc, c'est possible que des gens aient un taux négatif. Crédit, et tout ça. Là. Non, mais après transfert, ça inclut des transferts monétaires que le gouvernement donne. Ouais. Donc, par exemple, Social Security. Aux États-Unis, le top 10 je pense que c'est le top 20 j'oublie c'est quoi, mais paye la totalité des taxes nettes. Donc, ça veut dire que c'est uniquement eux ont un fardeau fiscal net positif. C'est incroyable, là, la proportion de ce qui est payé aux États-Unis. D'où la fameuse phrase que le Québec est riche en pauvre, pauvre en riche. Ouais, mais il y a aussi le fait que les États-Unis, en fait, la gauche souligne rarement ça, les États-Unis ont le système fiscal le plus progressiste dans le monde, c'est-à-dire que quand tu regardes l'évolution des taux en fonction du revenu, c'est les États-Unis qui ont la gradation qui taxe. Tu prends le taux d'imposition sur le plus pauvre, 1%, et sur le plus riche, 1%. C'est entre ces deux-là que tu as le plus grand écart dans le monde. Donc, le niveau général aux États-Unis est plus bas, mais quand tu compares ce que le plus pauvre est taxé versus ce que le plus riche est taxé, le ratio des deux, à toute fin pratique, c'est le plus progressiste dans le monde. Donc, encore une fois, il faut mettre ça de côté. Et ça met en perspective le cas américain, surtout quand il y a un élément excessivement important avec le cas des États-Unis. C'est que la mesure de la richesse est vraiment pervertie par tous les programmes sociaux de retraite. Parce que le gros problème qu'on a dans l'évaluation de la richesse des gens, c'est qu'il y a des actifs que les gens ont, les fonds de retraite, je ne sais pas comment le dire en français, tes biens immobiliers, donc une maison, des choses comme ton ça. patrimoine. Ton patrimoine, c'est toutes des choses qui sont assez faciles à mesurer. Par contre, étrangement, malgré que c'est le gouvernement qui fait la dispensation de ces bénéfices-là, des trucs comme Social Security aux États-Unis, qui est l'équivalent des rentes de retraite ici, sont vraiment difficiles à mesurer. La raison, c'est que les gens ont une promesse de paiement qui vient dans l'avenir, d'une part. Donc, il faut que tu trouves le bon taux d'escompte pour savoir c'est quoi la richesse que j'ai de côté via les rentes de retraite, via Social Security, via la pension de vieillesse, via une multitude de mécanismes comme ça, mais aussi considérant le fait que c'est quoi le bon taux? Parce que ces placements-là, le taux de défaut, le risque, ce qu'on appelle le risk premium, pour
du Social Security est nettement plus bas que pour une banque privée ou pour des investissements privés. C'est quoi la valeur de richesse de ça? Bien, il y a 3 économistes de l'Université de la Pennsylvanie qui ont fait l'effort. Sylvain Catherine, Max Miller puis Natacha Sarin, que je suis, en fait, quand on va mettre ça on va partager ça sur les réseaux sociaux, je suis les travaux de Sylvain, qui est français, de très, très proche parce qu'il est vraiment un bon économiste, il est très original. Et lui, ce qu'il trouve, c'est que c'est super dur à mesurer la richesse des plus pauvres qui vient de ces transferts-là, mais que quand tu tiens compte de ça, à peu près 60 de la richesse des gens dans le plus bas, 90 de la population vient de ces programmes de Social Security qui sont mal comptabilisés. Et quand tu tiens compte de ça adéquatement, il n'y a pas une grande augmentation des inégalités de richesse, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. En fait, je cherche maintenant, parce qu'on est en train d'en parler, je suis dans leur article, je suis en train de chercher le graphique, mais ça a des effets super différents. Puis, une autre affaire qui doit être mentionnée, puis ça montre, puis d'ailleurs, c'est drôle qu'on cite Piketty et Saez, mais on cite rarement leurs critiques, puis les gens qui ont réussi à publier des articles dans les top journaux montrant qu'il y a des raccourcis qui ont été faits. Une autre grosse difficulté, c'est comment tu comptabilises les gains de capitaux. Est-ce que tu comptabilises? Parce qu'on sait c'est quoi que la personne peut rapporter comme gain de capital, mais on ne sait pas c'est quoi, par exemple, le taux d'escompte qu'on doit mettre ou le taux d'inflation entre les deux périodes. Parce que si je vends ma maison 100 000, je l'ai acheté 100 000, disons, il y a 30 ans, et que je la vends 110 000 aujourd'hui, bien, le gain de capital, c'est 10 000. Mais est-ce que c'est vraiment 10 000? Non, parce que l'inflation a été probablement plus que le 10 de gain que j'ai eu. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut comptabiliser. Et il y a un article très fameux dans Southern Economic Journal qui essaie de corriger pour les gains de capital. Donc là, c'est pour le cas des inégalités de revenus. Et il trouve que de 1989 à 2010, je pense, il n'y avait aucune augmentation d'inégalité. Il y a eu une grosse augmentation d'inégalité entre 1980 et 1990, mais après, c'est assez stable. Curieusement, en fait, des années d'inflation. Hein? Oui, il y a ça. Mais il y a aussi d'autres affaires, comme par exemple aux États-Unis. Ça, c'est tous des trucs que les journalistes n'ont pas le temps de penser, mais que chaque fois que des gens font des pushbacks contre Piketty et tout ça, c'est rarement mentionné. Donc, un des gros problèmes aux États-Unis, puis je vais closer là-dessus, en plus de tout ce que je viens de mentionner, c'est le ratio entre le taux d'imposition sur les entreprises et sur les individus. Et quand je dis entreprise, ça inclut les sociétés en non collectif. Et ça s'appelle, il y a un titre pour ça, c'est S-Income, c'est-à-dire des S-Corporations, c'est-à-dire que, disons, des médecins qui s'incorporent ou qui se désincorporent. Bien, quand le ratio, disons, si tu taxes trop les entreprises, les gens vont déclarer certains revenus d'entreprise comme des revenus personnels et l'inverse, vont déclarer certains revenus de compagnie, des revenus d'individus comme des trucs d'entreprise. Donc, par exemple, des dépenses personnelles vont passer sur une firme, etc., etc. Mais dans les années 80, il y a eu une grosse réforme fiscale qui a eu exactement l'effet de faire en sorte que les gens ont déplacé des revenus de la colonne de leur identité corporative à leur identité personnelle. Et ce que ça a fait, c'est que ça a l'air d'avoir augmenté les inégalités. Mais en réalité, quand tu corriges pour ça, et il y a 2 articles très connus, un dans Review of Political Economy, il y en a un autre qui est une série d'articles par David Splinter et son co-auteur Gerald Auton, où est-ce il y en a un sur le National Tax Journal, American Economic Review, qui est le top journal de la profession. Il montre que l'augmentation que Piketty et Saez montrent est en fait réduite d'à peu près les 2/3. Donc, et le niveau est plus bas. Donc, ça augmente moins vite, puis c'est beaucoup moins élevé. Parce qu'il y a des problèmes comptables comme ça. Puis le 3e article, c'est le mien, qui s'en vient dans Economic Journal, qui est un des top 10 journaux de la profession. Et ce qu'on montre, c'est que Piketty et Saez ont été sloppy avec les données pour toute la période. Ils savent toutes leurs données sont excessivement maltraitées. Il y a des erreurs de comptabilité, il y a des erreurs de computation, il y a des inconsistances définitionnelles qui créent En fait, puis toutes les erreurs vont dans le sens. La majorité des erreurs vont dans le sens de surestimer le niveau d'inégalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus un économiste
Il n'y a plus un économiste, pour vrai, là, ça c'est vraiment important. Je vais juste te couper 2 secondes. Il n'y a plus un secondes. économiste qui croit les chiffres de Piketty. Il n'y a aucun économiste qui discute qu'il y a une augmentation des inégalités, mais il n'y a personne qui accepte ces chiffres. Anymore. Puis avec raison, probablement, parce que moi, si tu me dis qu'il y a eu des erreurs dans le traitement du data, je m'attends à une chose, comme gars de probabilité, des erreurs des 2 bords. Oui. Tu sais, s'il y a des erreurs de 2 bords, tu te dis, OK. Ça s'égalise à 0. Sans dire ça, c'est que le gars a peut-être été vite un peu. Il aurait peut-être pu se griller de quelqu'un dans son équipe qui est un peu meilleur en data, peu importe. Mais il n'y a pas de mauvaise intention. Tu sais, shit happens. Là, tu me dis qu'il y a des erreurs, ils sont tous du même bord. Je call bullshit, là. Oui. Je veux dire, ce gars-là, tu as encore sa job? Oui. Mais en fait, écoute, quand je dis qu'ils sont tous du même bord, quand on a commencé, parce que pour les gens, c'est la différence entre un délit d'omission et un délit de commission. Un délit d'omission, c'est juste, tu n'as pas vu quelque chose. Et dans un cas comme ça, tu ne peux pas présumer de mauvaise foi. Exact. Tu peux juste dire que la personne a fait une erreur de très bonne foi. Quand j'ai commencé à travailler sur l'article qui a été accepté, là, en fait, on est en train d'envoyer nos dossiers pour réplication. Donc, on a ce qu'on appelle un conditional acceptance à Economic Journal. Mon co-auteur, qui s'appelle Phil Magnus, lui, déteste Piketty, mais avec il déteste incroyablement. Je n'ai jamais vu quelqu'un haïr quelqu'un comme ça. Phil est motivé par... il n'a que du mépris pour l'homme. Quand on a commencé à travailler ensemble, Phil et moi, je ne partageais pas du tout cette impression-là. Pour moi, c'était uniquement un travail de rectification des faits, mais qu'au final, quand même, je trouvais que ce que Piketty avait fait, parce que ce qu'il a fait d'innovant, c'est qu'il a développé, une méthode qui est très efficace pour mesurer. Maintenant, la question, c'est comment tu utilises les données que tu donnes à la machine pour faire la mesure, donc l'algorithme. Phil disait laïcité. Et moi, j'étais juste convaincu que c'était une bonne innovation, qu'il fallait juste donner des meilleurs inputs. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé là-dessus, on a trouvé des erreurs qui étaient pas juste du sloppiness, parce que c'était pas juste d'être sloppy, ce qui déjà pour moi est pas très acceptable. Si tu es pour publier quelque chose, au moins fais une double ou triple révision de ce que tu fais. Moi, je retourne au moins à mes sources 3 fois pour relire, juste pour être sûr. Je dépense un paquet de temps à me contre-valider. Mais Phil, lui, il l'a ici. Et à cause de toutes les erreurs qu'on découvrait et le fait que les erreurs allaient généralement toutes dans la même direction, j'en suis venu à ne plus lui donner, je ne dirais pas que je l'haïs comme Phil l'haït. En fait, je ne pense pas que je l'haïs, mais je n'ai plus le respect que j'avais pour lui avant. Parce que dans les données, il y a eu quelque chose. Ils ont taponné. Je ne suis pas sûr que taponner, c'est ça. C'est que je pense que vraiment ce qui s'est passé, c'est que c'est du cherry picking. Il a vu ce qu'il voulait voir. Ah oui. Et après, il n'a pas fait plus d'efforts que ça. Et ça m'énerve au plus haut point. Ce problème-là, c'est, excuse Yann de te couper, là, mais cette attitude-là, tu vas comprendre ce que je veux dire. Prenez pas trop mes mots au pied de la lettre. C'est correct si tu écris un essai ou un truc d'opinion, un pamphlet. Mais quand tu prétends que ce que tu écris, c'est un travail universitaire puis que c'est une référence qu'un présentateur de nouvelles est censé prendre pour présenter ça à monsieur, madame, tout le monde, c'est là qu'il y a le problème. Parce que moi, que le gars prenne les données, qu'il fasse son affaire pour dire ce qu'il veut, si c'est un pamphlet qui écrit, j'ai aucun problème avec ça. Oui, bien, regarde, tu dis ça, puis il y a une autre affaire importante. Depuis 2 ans, ça a irrité beaucoup d'économistes à l'égard de Piketty, mais aussi de Saez. Et Zuckman aussi, qui est le nouveau dans la gang. C'est que je te dirais qu'avant ça, moi, je te dirais que j'avais pas. Les choses que je viens de mentionner n'étaient pas un problème pour moi à son égard. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ils ont sorti un livre qui n'est pas passé dans une presse universitaire, dans lequel ils avançaient des nouveaux chiffres qui n'avaient pas été soumis au peer review, qui n'avaient pas été soumis à de l'évaluation par les pairs, et qui disaient des choses vraiment étonnantes, comme par exemple qu'aux États-Unis, depuis en 2019, le taux d'imposition pour le top 1% était plus bas que le bas 1%. Et là,
c'était quand même assez. Ben, il y avait des méthodes pour tester ça, puis c'était pas la méthode qui était le problème, c'était comment ils ont utilisé certaines hypothèses pour inclure des données avec l'utilisation de la méthode. Mais il y a eu un panel à l'Institut Brookings, qui est l'institut le plus, qui est très bien en vue chez les économistes et où est-ce qu'on parle souvent de recherche. Et sur le panel, tu avais Greg Mankiw, qui était l'ancien économiste en chef de George Bush. Tu avais Larry Summers, qui est l'ancien économiste en chef, le ministre des Finances à toute fin pratique de Bill Clinton. Donc, tu avais l'entièreté des vues idéologiques. Et Emmanuel Saez, qui parlait de ce livre-là. Et Summers, et pas Mankiw. Mankiw, qui est plus proche des républicains, c'est l'économiste qui est le plus proche des démocrates qui a ramassé Saez, disant que c'était sloppy. En fait, il a commencé son talk, et ça, c'est vraiment dismissive. Normalement, quand tu as une critique sérieuse des données de quelqu'un, tu prends le temps de les expliquer. Summers, qui est quand même un poids lourd en économie, qui est prof à Harvard, qui était l'ancien président de Harvard. J'ajoute des affaires. Le gars, il est quand même, c'est comme de la royauté économique à toute fin pratique. Il me tape ses nerfs avec cette attitude-là, mais généralement, la plupart des gens reconnaissent qu'il a fait quelque chose d'assez impressionnant. Il a commencé en disant, il y a beaucoup de monde qui ont montré les gros problèmes dans les données et les explications sont assez convaincantes pour que je ne sente pas le besoin pour vous et pour moi de revenir là-dessus. Mais imaginons, pour les fins de l'argument, qu'ils sont corrects. Il a commencé de même son talk. Ouais. Tu sais, ça te dit-tu? Puis après ça, il a ramassé toute la méthodologie derrière, toutes les autres hypothèses dans le livre. À la fin, il restait des... Écoute, c'était une hécatombe. Ce livre-là était sloppy. Puis c'est pas un problème si c'est un article puis que ça passe à travers le processus de révision, qu'il y a contre-évaluation. Mais cette nouvelle tendance qu'ils ont de prendre un article et de parler aux médias avant qu'il ait été au moins envoyé dans le processus de révision. Mmh. Chaque fois que mes affaires à moi finissent dans les médias, puis que je parle de mes articles scientifiques, c'est que soit qu'ils ont au moins eu une demande de révision, ils sont dans le processus d'acceptation ou qu'ils ont déjà été acceptés. Tu ne devrais pas publiciser ta recherche tant et aussi longtemps qu'au moins d'autres personnes n'ont pas fait des commentaires sur cette recherche-là. Ben non, et là, c'est un problème. Piketty fait vraiment ça souvent, puis ça aide encore plus dernièrement, parce qu'à sa défense, Piketty a vraiment commencé à aller vers le monde politique. Il a décidé qu'il allait être un intellectuel public. Fine. C'est une autre mission, c'est différent, c'est pas la même chose. Tu as d'autres attentes et tu as d'autres obligations dans cet univers-là que dans celui que tu occupais auparavant. Et je ne vais pas te juger sur des critères qui ne sont plus longtemps, qui maintenant ne sont plus pertinents pour évaluer ta contribution à la conversation. Mais ça aide, lui, continue de faire ça, puis ça m'énerve. Ouais, puis tu sais, tu as le concept de la récurrence là-dedans aussi. Tu sais, tout le monde peut se planter à un moment donné. Oui. Moi, un de mes auteurs préférés du 20e siècle, c'est Karl Popper. Karl Popper a écrit énormément de trucs. Son livre le plus connu, c'est peut-être La logique de la découverte scientifique, qui est probablement le meilleur truc qu'il a écrit. C'est un physicien qui faisait de la philo, puis aussi de l'histoire. Mais il a écrit un livre dans la fin des années 90 qui s'appelle La télévision, un danger pour la démocratie. Il a fait un peu rire de lui quand il a publié ça. Ça n'a pas été un... C'est un peu une tâche dans son œuvre, mais ça reste que c'est probablement un des plus grands, dans ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est un des plus grands du 20e siècle. Tout le monde s'entend là-dessus. Là, le problème, c'est qu'on parle les exemples que tu donnes, c'est que c'est pas une fois quelqu'un s'est planté un peu avec des stats ou des chiffres, c'est que ça semble récurrent. Moi, c'est là. Quelqu'un a une fois dans sa vie une histoire de plagiat. Bon, tu as mis une citation de quelqu'un dans un livre, tu avais oublié de mettre la note de bas de page, whatever. Parfait, je peux te donner le bénéfice du doute. Si ça fait 5 livres que tu publies puis que tu as plagié de quoi dedans, à un moment donné, je vais me dire, ta technique de travail, elle serait peut-être à réviser un peu. Là.
Moi, c'est là là-dedans où je débarque. Là. C'est ce que tu me racontes là, que tu sens plusieurs exemples, des données qui sont pour le moins discutables. Si c'était arrivé une fois, c'est tel que tel. Là, c'est tout le temps. Puis en plus, ce qui est dérangeant là-dedans, c'est que c'est un auteur, puis c'est des auteurs qui sont utilisés comme argument d'autorité aussi. On ne se le cachera pas. Là. Oui, absolument. En fait, je trouve toujours ça drôle, les arguments d'autorité. L'argument, en fait, moi, c'est une chose là-dessus que je suis prêt à mentionner. Quand les gens me disent qu'il y a un consensus sur quelque chose entre les experts, bon, il faut savoir exactement c'est quoi le consensus. Il faut le définir précisément. Mais moi, je trouve que c'est un argument d'autorité qui est acceptable. C'est-à-dire que si des gens qui investissent leur carrière à débattre entre eux de la précision d'une affirmation consensuelle ou non consensuelle, ben, tu devrais peut-être déférer vers eux. Encore là, tu as raison, mais c'est l'approche qu'il faut avoir là-dedans, c'est que ce n'est pas une vérité absolue. C'est que c'est quelque chose qui demande à être démontré comme fausse ou à être invalidé. Exactement. Mais l'affaire, c'est que si tu es vraiment, puis là, toi étant un fan de Popper, tu vas apprécier comment je vais le dire. Il y a des affirmations qui peuvent être dans un sujet débattu, mais que l'affirmation plus petite et étroite va être l'objet d'un consensus. Donc, par exemple, tu peux dire que, donc, l'exemple du réchauffement climatique ici serait utile, telle méthode de mesure, il y a un débat sur ça et tout le monde va être d'accord qu'il y a un débat. Mais dans l'ensemble, c'est possible aussi que les gens vont dire, malgré ce débat sur la méthode de mesure, on est d'accord pour dire qu'il y a un réchauffement climatique et que l'être humain est le responsable principal. Mais là, tu vois que dans le responsable principal et la présence d'un réchauffement climatique, tu vois plusieurs vues qui peuvent coexister, qui sont l'ampleur, qui diffèrent sur l'ampleur du réchauffement, sur l'ampleur du problème, mais tu vois que l'affirmation peut être absolument vraie. Oui, Lomborg peut rentrer là-dedans. Exactement. Et sur la question de Piketty, la question des inégalités, il y a des débats. Mais si tu prends une question sous-jacente très précise, est-ce qu'on accepte les estimés de Piketty et de Saez et de Zucman depuis, disons, 10 ans? La réponse, c'est non. Il y a énormément de désaccords sur la précision de ces chiffres-là et le poids commence à aller du bord de dire qu'il surestime, mais pas juste un petit peu, beaucoup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ceux qui critiquent, et ça, c'est vraiment un bon test, il y a des économistes comme moi qui sont très libertariens, qui sont critiques de ces chiffres-là, mais tu as aussi des gens qui sont pas mal des sociodémocrates qui critiquent aussi les chiffres. Ouais. Qui sont des gens je vais qui vous amener ailleurs, par exemple. Juste l'exemple de Summers, bien vite. Summers était le ministre des Finances de Bill Clinton. Pas de la Argument d'autorité. Argument d'autorité. Oui, c'est pas un argument d'autorité ici, c'est de dire que c'est divers. Et je ne comprends pas pourquoi, dans ce cas-là, non, mais pourquoi est-ce que Gérald Filion décide constamment d'inviter les gens d'une vue particulière, c'est là que je alors que chez les experts, il y a vraiment un désaccord. Mais je vais m'en aller là. Là, tu as parlé beaucoup du data. Il y a-tu taponné? Il n'y a pas taponné. C'est-tu à notre goût? C'est bien fait. C'est une bonne méthodologie. OK, fair enough. En bout de la ligne, là, monsieur, madame, tout le monde, il entend ça. Là. C'est qui le putain d'imbécile qui a dit à quelque part que c'est un problème des inégalités sociales? Je veux dire, à un moment donné, là, tu nous l'as expliqué plus qu'une fois, là, c'est un problème quand il y a beaucoup de corruption, collusion, puis que les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas monter les échelons. Mais dans un contexte qu'on a une économie qui est libre, qu'on a une économie de marché, puis que tout le monde peut starter une entreprise demain matin, tout le monde peut aller dans le 1% s'il met les efforts, il est où le foutu problème? Le vrai problème qu'on veut régler, tout le monde, autant la gauche que la droite, là, on veut que tout le monde s'enrichisse. On veut que les gens vivent mieux. Mais s'il y en a qui s'enrichissent trop, c'est-tu grave? Ben non, c'est pas grave. On veut que les gens améliorent leur qualité de vie en majorité. S'il y en a qui ont trop d'argent ou qui ont trop de ressources, qu'est-ce que ça change? Si les pauvres sont moins pauvres, il est où le problème? Oh, ben, tout ce que tu dis, Yann, avant que Vincent réponde, c'est qu'on a deux courbes. La courbe des gens qui sont, mettons, dans le 1% puis ceux qui sont dans le bas 1%. Ce qui est intéressant de savoir, c'est si les deux courbes montent, pas juste de savoir s'il y a un écart entre les deux. Carrément. C'est ça. Ben, il y a ça.
L'écart entre les courbes, c'est pas pertinent. Il y a ça, mais il y a aussi la question de qui est le 1 %. Parce que ça, c'est beaucoup plus important comme question. Si c'est un dictateur, on a un problème. Oui, si c'est une aristocratie ou whatever, ouais, je comprends. Oui, il y a ça, mais ça, tu viens de le mentionner, Yann, en disant l'affaire de corruption. Exact. C'est possible que si c'est un système qui est basé sur du cronyisme, de la corruption. C'est problématique. Il y a une forme. Oui, en fait, c'est pas juste pas une forme, c'est problématique, tu as absolument raison. Mais quand tu dis le 1 %, c'est qui le 1 %? Est-ce que c'est les mêmes personnes à travers le temps? Parce que quand tu dis, OK, on va prendre l'augmentation du revenu, bien, c'est ça la grande question qui est rarement posée. Et ça vient à la question de la mobilité intergénérationnelle. La plupart des héritiers détruisent leur héritage. Oui, c'est ça. Puis il y a un débat. Okay? Là, il y a vraiment un débat parce que c'est super dur à mesurer. Puis on commence juste à être capable d'utiliser beaucoup de bases de données en même temps. Donc, ce que je vais dire a beaucoup de petits astérix. Okay? Je veux vraiment que ça soit clair, qu'il y a des imprécisions dans l'affirmation que je vais dire, qu'on n'est pas sûr à ça. Juste finir ce que je voulais dire. Vas-y. Je travaille avec le 1 %. C'est-à-dire, les gens là, qui sont dans le top, mettons 4 % ou 5 %, c'est mes clients. C'est du crise de bon monde. Je n'ai plein mon casque de dire que ce monde-là font trop d'argent. La plupart, c'est des employeurs. La plupart, s'ils ne sont pas employeurs, c'est des professionnels. Puis comme professionnels, ils se battent le cul. Puis la journée qu'ils gagnent 120, 130 000 par année, là, ils n'ont assez pour vivre, la plupart de ces gens-là, parce que c'est des clients qui épargnent. Fait qu'ils ne dépensent pas tout leur argent. Puis il y a bien du monde là, qui gagne 2 fois plus d'argent que ce qu'ils dépensent dans une année. Je connais même des gens dans ma clientèle qui dépensent 3 fois moins d'argent que ce qu'ils gagnent dans une année. Puis ils continuent à travailler, puis à travailler fort, puis à donner leurs conseils professionnels à des gens ou à se botter le cul chaque matin pour aller ouvrir la porte de l'entreprise puis d'aller travailler sur le terrain avec le monde. On est plein mon casse de faire dire que ces gens-là n'ont trop. Pourquoi ils n'ont trop? En fait, tu sais quoi que j'aimerais leur demander à ce monde-là? C'est, dites-moi ce que vos parents faisaient comme métier. Moi, il m'a te dire, là, mais j'en fais partie du 1 %, puis mon père, c'est un ouvrier, puis ma mère, c'est une femme à maison. OK. Bien, tu vois, ça, c'est la question qui est vraiment la plus pertinente. Parce que c'est tout à fait possible. Imagine comme ça que quelqu'un qui est né dans une famille pauvre, qui est dans le bas 1 % parce qu'il vit dans un système relativement libre, il est capable d'inventer un nouveau produit ou de produire un service qui le rend tellement riche parce que les gens sont prêts à acheter son service ou son produit qui grimpe dans le top 1 %. Bien, et mettons qu'ils non seulement son revenu dans le top 1 % augmente massivement, mais il augmente plus vite que tout le monde dans la société et plus vite que ceux qui étaient dans le 1 %, le top 1 % avant. Est-ce que c'est parce que là, il y a clairement une inégalité, mais est-ce que c'est une inégalité qui est socialement nocive? Mais non. Non, pas dans ce cas-là. Ce n'est pas du tout nocif. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a une incapacité? Ça, c'est vraiment ce qui devrait être notre question fondamentale. C'est à quel point c'est possible pour quelqu'un de déployer des efforts et d'avoir les mêmes chances de succès qu'une personne qui est dotée de davantage, j'ai mal dit, mais d'une position supérieure vers vertu de la naissance. Ce que tu veux, c'est qu'il y ait le moins de discontinuité, de unevenness dans la capacité de grimper pas de friction. D'augmenter. C'est-à-dire que le pauvre peut augmenter son revenu de 10 %. La probabilité qu'il augmente son revenu de 10 % est la même ou même supérieure à celle de quelqu'un qui est dans le top 1 %. Ça, c'est ce qui devrait nous intéresser, mais des statistiques sur les inégalités ne nous donnent pas ça. Mais on en a des mesures sur les inégalités de revenus à travers le temps. Et là, c'est difficile de les rendre comparables à travers pays parce que les bases de données sont très différentes, les manières de mesurer sont excessivement uniques. En fait, le plus gros problème qu'on a, en fait, le truc maintenant, c'est qu'on sert des gens qui ont des noms tellement uniques à travers le temps. Donc, si tu as un nom comme Geloso au Québec, tu en as 20 comme ça. Fait que les chances que tu es capable de tracer mes ancêtres au Québec sont assez élevées. Right? Fait que tu peux te servir de données de recensement pour tracer qu'est-ce que mes ancêtres faisaient. Mais si tu as un nom comme Fournier,
c'est super difficile de distinguer Fournier ou Tremblay d'un autre Fournier dans les données. Là. C'est super pénible. Ou Tremblay. Je veux dire, c'est regarde, je vais ramener ça à mais ça donne exemple beaucoup personnel. d'incertitudes. Non, mais juste finir ça parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Mais quand tu réussis à avoir des mesures qui sont comparables à travers pays, ce qu'on trouve, c'est que oui, le niveau d'inégalité a un effet sur la mobilité sociale, mais comme on a parlé la semaine passée, la qualité des institutions, la liberté économique, la protection des droits de propriété a beaucoup plus d'effet que les inégalités. Donc, qu'au net, si tu vis dans une société économiquement libre, une démocratie libérale, tu as énormément de chances de mobilité sociale. Mm-hmm. Quand tu regardes les États-Unis ont beaucoup plus de mobilité sociale qu'on est capable d'apprécier à première vue. En fait, ils ont plus de mobilité sociale que le Danemark. Ça, c'est un papier que James Heckman, qui a gagné un prix Nobel, que jamais, par ailleurs, je pense qu'il parle français, soit dit en passant, que jamais Gérald Fillon va inviter. Heckman, il montre qu'il y a plus de mobilité sociale aux États-Unis, en dépit du fait que le filet social aux États-Unis est plus bas qu'au Danemark. Ouais. Donc, à un moment donné, là, les institutions, ça compte pour quelque chose. Yann, vas-y, après ton intervention, Yann, j'ai un point sur lequel je veux vous entendre. En 2006, je finis mon université. Puis là, je vais juste parler de ma valeur personnelle parce que je ne veux pas mêler les affaires de ma femme là-dedans. Là. Elle est propriétaire de son entreprise depuis plus longtemps que moi, puis tout ça. Fait que, mettons juste mes affaires à moi personnellement. 2006, je sors de l'université. Première année d'université, mon père m'aide. Il m'envoie de l'argent et tout ça. Je découvre que vu que j'étudie en actuariat, j'ai le droit d'emprunter jusqu'à 100 000 avec la Caisse populaire Desjardins pendant ma première année d'université, ce qui est un peu freak quand on y pense, hein, mais c'était la réalité. Parce qu'on avait un assez bon taux de placement avec un assez bon revenu à la fin pour qu'on nous prête de l'argent. Fait que là, moi, je commence à avoir un malaise à ce moment-là, en 2004, parce que mon père, qui est un employé d'usine, qui était rendu avec une bonne job, et il était sur le bord de gagner dans les 6 chiffres, mais que je connaissais son parcours, là, il n'avait pas tout le temps gagné ce genre de revenus-là. Jusqu'à 31-32 ans à peu près, je sais qu'il voguait de job en job. Ils ne l'ont pas eu si facile que ça au point de vue économique. Il a fait une faillite quand j'étais jeune. J'avais un malaise de me rendre compte que j'étais capable d'emprunter 100 000 $, puis qu'il continuait à financer mes études. Fait que je lui ai demandé d'arrêter de m'envoyer de l'argent à ce moment-là, puis de m'auto-suffire avec le prêt de 100 000. J'ai fait mes erreurs comme n'importe qui. J'ai acheté des affaires que je n'aurais pas dû acheter. Puis tout. Sorti avec une dette d'études de 35 000 $. Fait que ça, c'est. Tu sais, quand je dis que je suis freak, là, ben ça, ces chiffres-là, je les ai dans un fichier Excel. Là. Moi, je sais, à partir de 2006, combien je valais à chaque année. J'ai mon fichier Excel depuis 2006 de ma valeur nette. Évidemment, j'ai une valeur négative en 2006 de 35 000, comme tout bon étudiant qui a été à l'université et qui a payé ses études lui-même. C'est ça qui arrive, c'est juste normal, tu investis dans le futur. En 2014, ma valeur nette était rendue à peu près à 230 000. Puis là, j'avais 2-3 années derrière comme travailleur autonome. J'ai été employé jusqu'en 2011. Je suis parti avec mon fonds de pension. Après ça, je suis devenu travailleur autonome. Je l'ai eu un peu plus tough. Mais 2014, vraiment, là, c'est là que j'ai normalisé mes revenus. J'étais rendu avec une valeur de 230 000. Ça monte tranquillement, mais déjà là, tu te dis, crème, en 8 ans, tu es sorti d'un négatif et tu es rendu à quelque chose d'acceptable. Personnellement, je suis devenu millionnaire en 2019. Personnellement. Juste moi, sans mes affaires, sans les affaires de ma blonde. Puis je vais arrêter là, je ne dirais pas 2021 et tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis 2019, les choses s'accélèrent de notre côté. L'entreprise grossit vite, on a une belle croissance. Vous le voyez dans le développement, on est rendu à 5 employés. C'est pas pour rien là, que ça grossit, c'est qu'on met des ressources puis on réinvestit tout le temps dans cette entreprise-là. Le plus que je peux réinvestir de revenus là-dedans, mieux que c'est. Parce qu'on la développe bien. Mais à un moment donné, là, tu dis, attends un peu, moi, je suis fils d'ouvrier. J'ai payé mes études, mes deux dernières années d'études moi-même. Je me suis endetté pour cette université-là. Je l'ai décollé dans la vie avec une valeur négative. J'ai fini par m'acheter une maison en 2007. Je me suis acheté une nouvelle maison en 2011. Je n'ai racheté une autre cette année. Mes affaires vont bien, puis éventuellement, je suis devenu millionnaire. C'est qui le tabarnak qui va dire que je gagne trop d'argent? Yann, je peux-tu te poser une question? Je veux voir de quoi.
J'ai un autre fichier qui résume tous les impôts que j'ai payés depuis le début aussi. Veux-tu me dire, OK, ton père, t'es né en quelle année? 84. OK. Es-tu capable de me dire plus ou moins ce que tu penses que ton père faisait en 84? Ah, il faisait pas 20 000. Okay. C'était 15 à 20 000 à peu près. OK. Je veux voir de quoi on va tester quelque chose. Parce que ce que je veux voir, c'est où est-ce qu'il se situait. Parce que je suis capable de faire ça, là. Je suis capable de voir dans quel centile de richesse il se retrouvait en 1984. Là, je suis capable de checker ça. Fait que Frank peut faire son commentaire. Moi, je vais chercher cette information-là. Parce que, non, moi, je veux vraiment voir. Je veux vraiment répondre à ça. Non, écoute, on est resté en loyer jusqu'à peu près, mon père a acheté sa première maison, j'étais en 2e année, 3e année, dans ce coin-là. Avant ça, on était en appartement tout le temps. Ah oui. Ah non, mais quand tu checkes tes ancêtres, pas nécessairement bien loin, là, tu vois que ça progresse quand même de manière assez marquée pour bien du monde. Donc, le point que je voulais soulever tantôt, puis ça me faisait penser, okay. C'est que... Tu as dit 84? Oui. Ton père était dans Clermont. Quelque part entre le 25e et le 35e centile. Ça fait du sens. Ça fait du sens parce qu'il était pas pauvre, mais il était dans la classe moyenne inférieure. C'était dans le bas tiers de la population. Là. Ouais. On a toujours vécu, avant qu'il pogne sa grosse job, puis là, on parle du début des années 90, on a toujours vécu pas mal comme une famille de classe moyenne inférieure. Quand il a pogné sa grosse job, on est passé dans la classe moyenne supérieure, je te dirais. Mais j'avais à ce moment-là 10-11 ans. Ça fait du sens avec les chiffres que je regarde. J'ai un autre article que je connais qui fait référence uniquement au Québec, puis ça a l'air de fitter, là. Ça fait super bien. Ce serait intéressant justement d'avoir ce genre de données-là avec plein de gens. Tu sais. Je ne sais pas si ça existe peut-être, là, Vincent, là, mais ça serait vraiment intéressant de le savoir. Je pense que les gens n'ont pas une bonne mémoire pour ça. Tu me corriges, mais si l'exercice que tu fais avec moi, j'ai un côté un peu freak et une bonne mémoire de chiffres, fait que ça peut se faire, mais avec monsieur, madame, tout le monde, probablement, tu n'es pas capable de faire l'exercice. Ouais, non, mais avec les parents, par exemple, c'est de savoir, je ne sais pas moi, des gens un peu qu'on connaît, là. Mettons, savoir le père de Warren Buffett, là, quand lui était petit, là, il gagnait combien, puis dans quel genre de vie avaient ces gens-là. Là. En fait, Buffett est devenu plus riche que son père, je pense, à l'âge de 18 ou 19 ans. C'est ça, mais c'est ça, ça serait intéressant de le savoir, Steve Jobs, peu importe. Là. Des fois, on le sait via les biographies que ces gens-là ont fait, mais ça montre un peu le point de Vincent. Mais l'affaire que je voulais dire tantôt, puis ça me fait un peu rire, l'audio qu'on a entendu avec Gérald Filion, puis un peu le propos qu'on entend beaucoup, c'est que là, avec la pandémie, les inégalités se sont accrues, puis dans le fond, ça a profité aux très grosses entreprises alors que les autres ont de la misère à arriver. Puis moi, je me dis, la réflexion qui me vient tout le temps, c'est toujours la même, c'est hey, les amis, c'est parce que c'est vous autres qui décriez ça, en grande majorité, qui avez tout fait avec les mesures de lockdown, de restriction de clientèle pour mettre un pain in the ass à toutes les petites entreprises qui en arrachaient. Mm-hmm. Qui a souffert le plus des lockdowns? C'est certainement pas Amazon. Ouais. Eux autres, ils en ont profité. Ben, qui voulait ça, puis qui en redemandait et qui en redemandait et qui en redemandait jour après jour, les mêmes qui aujourd'hui sont en beau joie le vert, que Amazon, son chiffre d'affaires augmente, ses profits augmentent et que les petites entreprises de proximité, là, ils l'ont vraiment dur. Ben, ils l'ont vraiment dur parce que vous les avez fait chier pendant 2 ans. Je suis désolé de vous le dire, là, mais moi, je trouve tellement ça hypocrite, là. C'est restez tous chez vous, restez enfermés, puis là, il ne faut pas qu'il soit plus qu'un ou deux dans le magasin. C'est eux qui ont jeté dans les bras. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, là, mais c'est juste que je trouve tellement ça hypocrite. Là. Ils ont fait la vie dure aux entreprises avec les mesures sanitaires puis avec les lockdowns comme aucun gouvernement dans le passé l'a fait. Puis après ça, ils viennent dire hey, là, c'est dégueulasse, hein, les GAFA de ce monde là, qui font plein de profits à cause de la pandémie. Chris, c'est à cause de toi. Écoute, il y a tellement de... Ouais, il y a des dans le champ ou c'est monsieur... Non, pas dans le champ. Moi, je ne me tiens pas pantoute avec toi là-dessus. Je veux dire, je dirais des nuances différentes, je suis pas d'accord.